alors que je suis féministe, que j'ai un rapport avec les femmes extraordinaire, quand je vois certaines journalistes qui disent un homme sur 3 est un prédateur, Caroline de Haas, là, moi j'ai envie de la gifler. Alors vous allez me dire, il n'est pas impossible. C'est pas le mot qu'on doit dire quand on aime les femmes. Que vous ne soyez pas le seul. Caroline de Haas, là, moi j'ai envie de la gifler. Caroline de Haas, là, moi j'ai envie de la gifler. Place aux idées, toujours avec Eugénie Bastier et Gabriel Cluzel. Alors là, on a appris cette semaine que le Conseil, et ça m'amuse beaucoup, que le Conseil d'État allait faire appel au cabinet de conseil de Caroline de Haas pour former ses cadres à l'antisexisme. Que vous inspire cette information, Eugénie ? Alors j'avoue, moi aussi, je suis tombée de ma chaise. Et c'est vrai que c'est pour une information aussi hallucinante en réalité, parce que la plus haute juridiction administrative du pays fasse appel à une militante qui radicale aux méthodes controversées, qui, il y a quelques jours à peine, tweetait sur son compte Twitter que la justice de notre pays était une institution anti-femme. Donc, la police nationale et la justice sont des institutions anti-femmes et anti-enfants. Peut-être qu'un jour on dira toutes stop, on ne va pas plus porter plainte et qu'on ira occuper tout ensemble les commissariats et tribunaux pour que ça change. C'est absolument scandaleux quand on sait le travail que font les policiers tous les jours. Tous les jours, il y a des policiers qui sauvent des femmes battues et qui écoutent des plaintes. Enfin, c'est absolument scandaleux. Et donc, on voit bien d'ailleurs la mécanique en place. C'est-à-dire, je dénonce une institution comme sexiste et ensuite, j'arrive derrière pour donner des conseils, former les cadres pour la désexiser, une sorte d'épuration. Et c'est une mécanique bien rodée. Moi, j'ai fait toute une enquête en juillet dernier dans le Figaro sur le business de Caroline de Haas. Quand le féminisme devient un business, c'était le titre de mon article. Je racontais qu'elle a créé ce cabinet de conseil où effectivement, elle dispense des formations à des grandes entreprises, à la fonction publique énormément, beaucoup d'entreprises publiques, mais aussi d'administration. Et c'est un véritable scandale. Alors, il y a un scandale dans le scandale parce que il y a d'abord le scandale que ce soit elle qui soit choisie, alors que c'est une militante radicale, intersectionnelle, woke, qui choisit les combats les plus radicaux. Elle défend, elle est allée défiler avec le CCIF contre l'islamophobie. Elle soutient les activistes trans les plus extrêmes. Elle est dans un schéma très très radical de dénonciation du patriarcat systémique, etc. Mais en soi, ces formations sont un scandale, je pense. C'est pas seulement son cabinet, c'est-à-dire le fait que on soit obligé comme ça ce sont des formations qui sont obligatoires, qui s'adressent à des hauts fonctionnaires, qui ont été votées par la loi et d'ailleurs qui ont été votées par une loi de 2013, protocole de l'égalité homme-femme, qui ont été votées par Najat Vallaud-Belkacem, alors même que Caroline de Haas a été conseillère au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, donc il y a vraiment un conflit d'intérêts majeur. Et je trouve que ce n'est pas le rôle de nos impôts de financer ce genre de formation qui souvent récite un catéchisme victimaire et diversitaire qui n'ont rien à voir avec les missions de service public. Et j'aimerais en savoir plus sur la gabegie financières que coûtent ce genre de formations qui sont présentes maintenant dans tous les ministères. Vous avez ce qu'on appelle des référents diversité qui sont censés faire appliquer un label égalité et diversité et donc comme ça dispenser des catéchismes. Et je trouve ça très très problématique parce que ça montre bien l'infiltration de ces idéologies au cœur même de l'État, parce que le Conseil d'État, là, c'est un exemple frappant. C'est vraiment la plus haute juridiction administrative de notre pays. Ça montre bien cette infiltration. Et on ne sait pas trop, en fait, pourquoi on fait ça. C'est sûr, c'est une sorte de mécanique dans laquelle sont entraînés les responsables, à la fois par un conformisme idéologique à l'ère du temps, parce que c'est à la mode, par intimidation, parce qu'ils ont peur, aussi parce qu'ils ne veulent pas être les prochains sur la liste, pas être dénoncés. Et moi, je l'avais appelé dans mon article Caroline de Haas, la vendeuse d'indulgences du 21e siècle. Vous savez, à une certaine époque, on vendait des indulgences pour entrer au paradis. Vous faisiez un chèque. Et ben, c'est un peu pareil. Caroline de Haas, c'est plus la religion catholique, mais c'est la religion woke. Et vous faites un chèque, comme ça, vous êtes tranquille. Et vous achetez finalement votre paix sociale, votre paradis. Et c'est un business qui est appelé à se développer parce que, encore une fois, cette idéologie progresse. Et c'est une nouvelle religion d'ailleurs. Est-ce que vous adhérez à cette religion woke, Gabriel ? Non, moi j'adhère pas à cette religion woke, vous pouvez en douter, mais de fait c'est une religion. D'ailleurs, la vente d'indulgence a été interdite par l'Église, ça s'appelait la simonie, je crois. Donc il faudrait faire la même chose avec les woke. Alors c'est vrai que c'est extrêmement choquant de voir finalement l'espace public envahi et financé, envahi par ce genre de méthode et financer ces cabinets. Donc c'est en plus un
c'est intéressant parce que visiblement, comme elle a contribué à l'élaboration des lois sur lesquelles, comme vous le disiez, elle a établi son boulot, c'est extrêmement commode. Alors je crois qu'il y a, alors, selon les articles que l'on peut lire, il y a 60% de son activité qui est dans le public et 40% dans le privé. Mais il y a aussi les écoles, les grandes écoles. Vous savez qu'HEC maintenant a signé un contrat avec Caroline de Haas, tant pour alors l'administration, les profs, les élèves, pour les mettre bien dans le moule, qu'il n'y ait pas un cheveu qui dépasse. Donc en fait, ils s'achètent des brevets de vertu pour par avance parer toutes les attaques. Alors et puis il faut savoir que quand même Caroline de Haas, donc elle est connue pour son engagement militant plus qu'agressif. Je crois que c'est elle qui a dit qu'un homme sur 3 était un agresseur, me semble-t-il. Mais alors, sa notion du patriarcat est toujours très hémiplégique. Alors, dès que ça touche à la diversité, là, il n'y a plus personne. Vous vous souvenez qu'au moment des viols de Cologne, les gens qui étaient allés la solliciter sur les réseaux sociaux s'étaient entendus dire, je cite, elle apprend peut-être à lutter contre le sexisme, mais pas contre la vulgarité. Allez déverser votre mère d'ailleurs, vous voyez. Donc ça, ce pan-là du patriarcat ne l'intéresse pas. En revanche, elle est très focalisée sur le reste. Il y a d'autres. Elle n'est pas la seule à être sur le marché de la diversité. J'ai un peu regardé sur Internet avant cette émission. Il y a tout un business florissant qui s'est développé de cabinets de conseil pour vous aider à lutter contre les discriminations, la diversité. Le capitalisme se niche partout, mais c'est vrai que lorsqu'en plus c'est l'État et donc une fois de plus nos impôts qui le subventionnent, c'est spécialement détestable. Bon, on peut se dire quand même que lutter évidemment contre les discriminations, c'est bien. En fait, ce qui est inquiétant, c'est les dérives, c'est de passer d'un extrême à l'autre en quelque sorte. C'est bien ça. Oui, et puis cette espèce de système en fait où l'argent public est dépensé dans des formations dont on peut légitimement interroger l'efficacité. Je prends par exemple Caroline de Haas, par exemple, ses méthodes sont sujettes à controverse parce qu'elle arrive dans des institutions, elle met en place par exemple une boîte mail de délation anonyme en interne où les gens dénoncent des comportements sexistes. Vous avez eu par exemple un journaliste de Télérama qui a été viré suite à un audit interne qu'elle a mené dans l'entreprise. Il s'est avéré qu'il a été viré sur de simples rumeurs d'agissement sexiste. Il est allé au prud'homme, il a gagné au prud'homme. Les prud'hommes ont jugé que son licenciement était abusif. Donc on voit bien qu'il y a des dérives de pureté idéologique, de présomption de culpabilité qui sont très problématiques et que l'État suive ce mouvement, ça me paraît très dérangeant. Et cette mode, à mon avis, vient des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, vous avez la loi sur les droits civiques qui a été votée, qui a permis effectivement l'accès aux droits de toute une partie de la population qui n'y avait pas, à légaliser la lutte contre les discriminations et l'a rendue obligatoire, notamment dans les entreprises. Donc dans chaque entreprise et dans chaque administration et dans chaque institution aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle un référent diversité qui a pour mission de veiller justement à ce que les discriminations ne soient pas appliquées dans l'entreprise. Et tout ça passe par le droit, et donc on met en œuvre des formations, de la discrimination positive, et toutes ces mécaniques-là se mettent en œuvre au nom du droit. Et vous avez beaucoup ça dans les entreprises privées. D'ailleurs, c'est là où se recyclent tous les gens qui font des études en théorie du genre, en théorie de la race à l'université, parce que c'est les seuls métiers qu'ils peuvent faire ensuite, c'est devenir référent diversité. Et d'ailleurs, c'est le parcours de Caroline de Haas. Et tout ça est un business. Donc il y a ce qu'on peut appeler le capitalisme woke. D'ailleurs, on arrive à le chiffrer, ce business-là. Il faudrait le chiffrer. Je pense. Il n'y a pas de transparence là-dessus. Il n'y a aucune transparence. Et là, moi qui ai fait un article dans le Figaro sur ce qui s'est passé au Conseil d'État, voilà, il y a une opacité totale. Quels appels d'offres, quelles entreprises ont été consultées? À chaque fois, c'est très opaque. Et la Cour des comptes, je pense, devrait se pencher sérieusement sur le coût de ces formations qui, encore une fois, dont on peut légitimement douter de l'efficacité parce que c'est pas par une formation où on va vous inculquer à coup de PowerPoint que vous êtes un privilégié, qu'il faut vérifier vos biais, que finalement, parce que vous êtes un mâle blanc de plus de 50 ans, vous avez certainement plus ou moins consciemment exercé une forme de harcèlement. C'est pas ça qui va changer fondamentalement la vie en entreprise. Ça instaure d'ailleurs une forme de terreur ou d'agacement qui, à mon avis, sont contre-productifs. Et effectivement, qu'il y ait des référents dans l'entreprise
qui soient sollicités pour dénoncer tel ou tel agissement ponctuel, sexiste, de harcèlement, c'est bien. Mais cette espèce d'entreprise de rééducation collective payée par nos impôts en partie, je trouve ça absolument scandaleux. D'autant que ce sont des militants qui bien souvent font le procès dans le même temps d'un État qui serait structurellement sexiste, raciste, qui ferait la promotion de la culture du viol. Ils veulent en fait le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire à la fois dénoncer toutes les institutions et en même temps vivre d'elles. Elle est terrifiante, hein, cette expression mal blanc de plus de 50 ans qu'on entend maintenant très régulièrement. Vous partagez ce constat, Gabrielle ? Oui, alors les mâles blancs depuis 50 ans, eux, on a le droit de les discriminer, ça ne dérange visiblement personne. Mais finalement, de la même façon qu'il y a une taxonomie verte, il va y avoir une taxonomie woke, en fait, une espèce de grille qualité, de lutte contre un certain nombre de mots. Oui, ça devient un label. Il y a des enquêtes qualité, finalement, sur la diversité, le sexisme. D'ailleurs, c'est d'ailleurs une forme de woke washing, parce que la plupart du temps, les entreprises, quand on regarde sur le fond, s'en préoccupent assez peu, mais elles s'achètent un brevet de vertu comme les dames patronesses autrefois, avec une forme d'hypocrisie. Et moi, je vois que par exemple les banques, les marchands de n'importe quoi, ils vous font plus la promotion de leurs chaussettes dans leur prospectus. Ils vous expliquent à quel point ils sont forts en matière de diversité. Je le vois notamment avec les banques. Ça me frappe énormément. Ils vous parlent plus de leurs produits financiers. Voilà. Et ça devient de fait complètement fou, mais c'est pas perdu pour tout le monde. Oui, bien sûr, ça c'est totalement vrai. Et plutôt que d'augmenter les salaires ou de réformer en profondeur l'entreprise, il vaut mieux afficher un label woke ou promouvoir la diversité. Ça coûte moins cher, c'est de l'affichage. Et c'est intéressant, par exemple, une entreprise comme Decathlon qui décide par exemple de faire le hijab de sport plutôt que de relocaliser ses produits ou la fabrication de ses produits en France. Ce sont deux stratégies qui sont différentes. Bien, on fait une stratégie d'affichage diversitaire et égalitaire plutôt que de changer en profondeur un système qui repose d'ailleurs sur souvent l'exploitation des inégalités au niveau international. C'est entendu. Dans un instant, nous serons avec Pascal Bruckner, écrivain, membre de l'Académie Goncourt. Vous allez revenir sur